La pièce était enveloppée d'ombre, la faible lueur d'une lampe solitaire projetant une lueur inquiétante sur le maigre mobilier. Assis dans un fauteuil déchiré, je fixais le vide, la mâchoire serrée et les doigts tapotant un rythme irrégulier sur l'accoudoir. Fraîchement sorti de la douche, j'avais enfilé un t-shirt délavé et un pantalon de survêtement, le tissu doux épousant ma silhouette comme cherchant du réconfort dans le familier. Une bouteille de whisky à moitié vide m'appelait depuis la table basse, son liquide ambré offrant un refuge éphémère au tourbillon d'émotions qui menaçait de m'engloutir. Pourtant, j'ai résisté à l'attrait, mes jointures pâlissant alors que je serrais l'usure du fauteuil. Quelque part au loin, le cri faible des sirènes déchirait la nuit, un sombre rappel des conséquences qui m'attendaient. Je me suis penché en avant, passant mes doigts dans mes cheveux humides, mon esprit rejouant la chaîne d'événements qui m'avait conduit à ce point. 12 ans de mariage, une vie d'aspiration et de souvenirs partagés, tout anéanti par la trahison de la femme que j'avais autrefois juré d'aimer et de chérir. L'infidélité de Jessica avec Robert Smith, un homme que je considérais comme un compagnon, avait démoli le socle de mon existence, me laissant à la dérive dans un océan de détresse et de fureur. Ma poitrine se serrait en apercevant des bribes de nos jours d'université, nous quatre, inséparables, liés par les vœux de jeunesse et la conviction que nos liens étaient indestructibles. Que nous avions été crédules, aveugles au courant de l'ambition et du désir qui finirait par nous déchirer. Alors que les sirènes se rapprochaient, je me suis levé de mon fauteuil, mes actions déterminées, mais marquées d'une vigueur agitée. J'ai arpenté la pièce, mais pas étouffé par la moquette usée, mon regard se rétrécissant en remarquant les photographies encadrées qui ornaient les murs, instant suspendu d'une joie désormais à jamais ternie. D'une main tremblante, j'ai tendu le bras, mes doigts dessinant le contour du visage radieux de Jessica, un contraste frappant avec le tourment qui avait déformé ses traits lorsque je lui avais exposé la réalité. En cet instant, j'avais vu la femme que j'adorais se désintégrer sous mes yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant dans un cri silencieux alors que le poids de sa duplicité l'écrasait. Un coup frappé à la porte m'a sorti de mes pensées, et je me suis retourné, mes épaules se redressant alors que je me préparais à l'inévitable. Les conséquences de mes actes, la vengeance que j'avais poursuivie au plus profond de ma misère, étaient enfin venues me réclamer. Pourtant, en avançant vers la porte, mes pas étaient résolus, ma mâchoire serrée dans une détermination inflexible. Quoi qu'il m'attende, je le confronterai de front, car dans les vestiges de mes rêves brisés, j'avais découvert une résolution qui flamboyait plus intensément que n'importe quelle flamme éphémère de passion. Je ne pouvais pas rester là à laisser ce salaud de Robert et ma femme menteuse Jessica s'en tirer avec leur affaire sordide. Non, je devais agir, leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'ils m'avaient infligée. En premier lieu, la voiture de sport chic de Robert. J'avais mis en place un petit dispositif de bombe fumigène et glissé sous le capot quand il ne regardait pas. Ça devrait lui réserver une mauvaise surprise la prochaine fois qu'il voudra la prendre pour un tour avec sa maîtresse. Quant à Jessica, j'avais dégonflé tous ses pneus. Mesquin, je sais, mais ça m'a semblé tellement satisfaisant sur le moment. Mais ce n'était que le début. Le clou du spectacle, c'était ces lettres que j'avais envoyées, plus de 200, révélant la vérité sur leur liaison à tout le monde, des collègues de Robert au foutu maire. Et puis il y avait la lettre que j'avais envoyée à la femme de Robert, Sarah. Oh mec, tu aurais dû voir les choses que j'ai écrites là-dedans. Quand Jessica est finalement entrée par cette porte, j'étais prêt. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que le jeu était fini. Je lui ai tout exposé, chaque détail sordide des lettres, de la bombe fumigène, des pneus crevés, tout y était. Et puis je lui ai lu cette lettre que j'avais envoyée à Sarah, mot pour mot. Je n'oublierai jamais le regard sur son visage alors qu'il perdait de sa couleur. Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme un poisson cherchant de l'air, mais aucun son ne sortait. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, et tout son corps tremblait comme une feuille au vent. « Comment as-tu pu » a-t-elle finalement balbutié, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Menacer les enfants de Sarah ? C'est monstrueux.
Je me suis contenté de hausser les épaules, ne ressentant aucun remords. Il semblait que c'était le seul moyen d'attirer ton attention, ma chérie. Puisque je ne peux évidemment pas rivaliser avec ton précieux Robert. Sur ces mots, elle a laissé échapper un cri qui aurait pu réveiller les morts et s'est effondré par terre en tas. Une partie de moi a ressenti une pointe de satisfaction en la voyant souffrir ainsi. Mais la plus grande partie de moi, eh bien, je me sentais juste vide à l'intérieur, comme si une partie de mon âme s'était flétrie et était morte avec notre mariage. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant comme un condamné marchant vers le couloir de la mort. Je me suis douché, rasé, et j'ai enfilé une chemise blanche et un pantalon impeccable. Pas question de sortir en ayant l'air d'un clochard pour ce qui pourrait être mon dernier jour de liberté, n'est-ce pas? J'ai essayé de manger quelque chose, mais mon estomac était noué. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce qui allait arriver, les flics, les menottes, la cellule de prison. Cette fois, j'étais vraiment allé trop loin. Et bien sûr, dès que j'ai mis le pied sur le perron, ils étaient là toute une cavalerie de voitures de police avec leurs gyrophares, entourant ma triste petite maison comme si c'était une forteresse assiégée. Un couple d'agents du FBI au visage sévère en costume a commencé à monter l'allée, escorté par une bande de policiers d'État avec les mains prêtes à dégainer leurs armes. Je pouvais voir Jessica regarder à travers la fenêtre du salon, le visage cendré. « Nicolas Anderson ?» a aboyé l'un des gars du FBI en atteignant le perron. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir proféré des menaces terroristes et... » Il a continué à énumérer les chefs d'accusation, mais je vais être honnête, je l'ai un peu ignoré après ça. La prochaine chose que je savais, j'étais menotté et fourré à l'arrière d'une voiture de police, avec Jessica regardant tristement depuis le perron. Adieu le rôle de l'épouse dévouée. À partir de là, ce fut un enchaînement de prises d'empreintes digitales, de photos d'identité, et d'être jeté dans une cellule comme un morceau de viande crue. Je m'attendais à ce qu'il commence immédiatement à m'interroger sur ses lettres et ses menaces, mais rien. Juste le silence et le regard méfiant occasionnel d'un garde quand il passait devant ma cellule. C'était comme si j'avais la peste ou quelque chose du genre. Personne ne voulait s'approcher du type fou qui avait menacé les enfants d'un sénateur. Je ne peux pas dire que je les blâme, je suppose. Puis, quelques jours dans ma belle petite escapade derrière les barreaux, j'ai eu un visiteur. Mais ce n'était ni Jessica ni même mon avocat. Non, c'était ni plus ni moins que Sarah elle-même, la femme de Robert et la mère des enfants que j'avais si charmamment promis d'éliminer dans cette lettre. Les gardes l'ont conduite dans l'une de ces minuscules salles d'interrogatoire et l'ont installée de l'autre côté de la table en face de moi. Juste nous deux, probablement avec une flopée de dispositifs d'écoute captant chaque mot gênant. Sarah avait l'air. Eh bien, elle avait définitivement connu des jours meilleurs. Ses yeux étaient tout gonflés et injectés de sang, avec d'énormes cernes qui s'affaissaient dessous. L'épouse autrefois glamour d'une étoile montante de la politique ressemblait maintenant à quelque chose que le chat aurait traîné. « Nicolas », dit-elle d'une voix rauque, comme si elle avait gargarisé avec du papier de verre. « Est-ce que je peux avoir une explication ou quelque chose du genre ?» J'ai soupiré et passé une main dans mes cheveux. « Écoute, Sarah, je n'ai jamais vraiment eu l'intention de te faire du mal, ni à toi ni aux enfants, tu sais. J'étais juste tellement aveuglé par la rage envers Jessica et Robert que j'ai fait des choses stupides, d'accord? Des choses stupides, horribles que je ne peux pas effacer. » Elle a hoché lentement la tête, comme si elle essayait de tout assimiler. « Tu te rends compte que ça a pratiquement torpillé la carrière de Robert, non? Et probablement notre mariage aussi? Ouais, je m'en doutais un peu, ai-je admis. C'était un peu le but, je suppose. Puisque je ne peux évidemment pas rivaliser avec le bon vieux Robert. » Un éclair de quelque chose comme de la pitié a traversé le visage de Sarah alors. « Avais-tu des preuves concrètes de l'affaire? Par ailleurs, tu sais, tes soupçons? » J'ai secoué la tête. Dans ma frénésie alimentée par la colère, je n'avais même pas pensé à essayer de rassembler des preuves réelles. Non,
Rien de concret. Je savais juste, tu vois? Sarah est restée silencieuse pendant un long moment, me regardant simplement avec ses yeux hantés. Puis, enfin, je veux que tu me donnes tout ce que tu as sur Robert et Jessica. Tout ce que tu as, tu comprends? Je ne pouvais que hocher bêtement la tête. Que pouvais-je dire à ce stade? Ensuite, les gardes sont venus et ont emmené Sarah. Quant à moi, ils m'ont simplement ramené dans ma petite cellule confortable sans dire un mot de plus. J'ai passé les jours suivants à regarder la télévision et à ressentir une sorte de satisfaction maladive alors que tout le scandale se déroulait aux actualités. Les médias semblaient bien plus intéressés par les détails scandaleux de l'affaire que par les menaces que j'avais proférées. Mais même cela a fini par devenir lassant. À ce moment-là, la colère s'était dissipée, me laissant vide et seul. Comme l'un de ces épis desséchés que l'on trouve accrochés à une branche morte au milieu de l'hiver. Je me suis approché de ma maison et je l'ai vue sombre et vide à travers les fenêtres de devant. On aurait dit que Jessica était déjà partie, comme ça. Pas de mots, pas de revoir, rien, juste ses affaires disparues et un silence inquiétant planant dans l'air. Je dois admettre qu'une partie de moi a ressenti une pointe de tristesse en franchissant le seuil de cette coquille vidée de notre foyer que nous avions construit ensemble. 12 ans, balayée d'un revers de main parce qu'elle n'avait pas su tenir ses jambes écartées autour de Robert. Mais la plus grande partie de moi? Oh, cette partie était presque euphorique de joie vindicative. Je me suis affalé sur le canapé, j'ai ouvert une bière et je me suis simplement délecté du chaos glorieux que j'avais déclenché. Chaque fois que le scandale passait à la télévision, mes lèvres s'étiraient en un sourire satisfait. La carrière de Robert s'effondrant? Magnifique. Son mariage s'effritant en poussière? Délicieux. Et tout cela parce que j'avais enfin pris mon courage à deux mains et m'étais vengé des 2 serpents qui m'avaient trahi. Bien sûr, à ce stade, j'étais pratiquement un paria. Mais je m'en fichais, j'étais trop occupé à me prélasser dans le brasier des conséquences que j'avais allumées de mes propres mains. Puis, quelques jours après ma petite fête d'apitoiement, j'ai eu la visite inattendue de Wilfred Malek, un avocat huppé que je me souvenais vaguement de mes jours d'université. Je l'ai laissé entrer, surtout pour le plaisir d'avoir à nouveau une interaction humaine. Malek n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. Il s'est avéré qu'il avait une proposition intéressante pour moi, directement de la bouche de Sarah elle-même. Madame Heard aimerait que vous accompagniez ses enfants sur l'île de Niyo, a-t-il déclaré de manière factuelle. Pour les protéger du cirque médiatique, vous comprenez. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Attendez, quoi? Sarah veut que moi, le type qui a menacé de faire du mal à ses enfants, aille jouer les nounous pour eux? Sur une île aléatoire? Malek a levé une main apaisante. Pas exactement en tant que leur nounou, non. Il y aura une autre personne, une certaine Miss Maya Brooks, pour s'occuper directement d'eux. Votre rôle serait simplement un soutien auxiliaire. Mon cerveau semblait être en court-circuit en essayant de traiter ces absurdités. Sarah, confiant la sécurité de ses précieux enfants à l'homme qui avait promis de les éliminer? Soit elle avait finalement craqué sous la pression, soit c'était un sacré plan de vengeance. Pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, je devais admettre qu'il y avait quelque chose de presque poétique là-dedans. Le « va te faire voir », ultime à Robert et Jessica, avoir le dernier mot et faire partie de la vie de Sarah après ma frénésie. Malek a dû voir les rouages tourner dans ma tête, car il a insisté. Madame Heard propose un package de rémunération considérable. 2 000 $ par semaine, pour commencer. J'ai sifflé bas à ce chiffre. Clairement, Sarah se sentait sacrément coupable de toute cette histoire. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Anderson? A demandé Malek avec un sourire crispé. Devrions-nous commencer à organiser les choses? J'ai pris une dernière gorgée de ma bière, réfléchissant à la proposition insensée. Puis, avec un haussement d'épaules fataliste, j'ai répondu « Pourquoi pas ?» Je suis partant. Le lendemain matin, je me suis retrouvé à bord d'un jet privé élégant en route vers je ne sais où, avec les 3 morveux de Sarah, Brian, Glenna et Chaz,
ainsi que leur nounou guindé, Maya. Les petits monstres semblaient ravis de l'aventure. Maya, en revanche, avait l'air aussi enthousiaste qu'une femme se faisant ajuster un camisole de force à chaque fois qu'elle me regardait. Ouais, j'avais comme un pressentiment que ça allait être un sacré voyage. Alors nous voilà, les 5 à débarquer sur le tarmac brûlant de soleil de cette petite île au milieu de nulle part. Les enfants, bien sûr, étaient surexcités, buvant la brise salée de l'océan et babillant sur toutes les aventures qui les attendaient sûrement. Moi, je suis resté là, abasourdi, plissant les yeux contre l'éclat et essayant de comprendre comment diable j'avais fini par être un membre à contre-cœur de ce scénario de la vraie vie à la Robinson Crusoe. Une minute, je suis le mari méprisé qui brûle tout sur son passage. La suivante, je suis emmené pour jouer le compagnon des enfants de la femme dont j'avais menacé la vie. Comme je l'ai dit, sacré foutu voyage. En parlant de ladite femme, Maya la nounou était déjà en mode maternel à part entière, rassemblant son troupeau de petits monstres vers un SUV qui les attendait avec l'efficacité sans fioriture que l'on attend d'un sergent instructeur. J'ai traîné en arrière, regardant avec une admiration réticente alors qu'elle parvenait à maîtriser les 3 petits tornades sans élever la voix. Brian, pose ce drôle de bug immédiatement. Glenna, nous te trouverons une planche de surf assez vite, je te le promets. Et Chaz. Elle a marqué une pause, fixant le plus jeune garçon d'un regard sévère alors qu'il essayait de s'éloigner vers un groupe de poulets maigres picorant la terre. Nous ne poursuivons pas la faune de l'île, compris ? Strict mais juste, je pouvais respecter cette approche. Certainement mieux que tous les cris et les hystéries que j'avais endurés de la part de la bonne vieille Jessica chaque fois que les enfants faisaient ne serait-ce qu'un écart. Les petits monstres étant sécurisés, Maya s'est tournée vers moi, ses yeux vigilants se rétrécissant légèrement en me scrutant du haut de ma chemise froissée et de mon short cargo. Ouais, je pouvais presque entendre son monologue intérieur. C'est ce psychopathe dérangé avec qui je suis censé partager une île ? Seigneur, donne-moi la force. Sachant son malaise, j'ai offert mon meilleur sourire gêné et me suis approché. Alors, on va apprendre à se connaître assez bien au cours des prochaines semaines, hein ? La mâchoire de Maya s'est contractée, mais elle est restée mesurée dans son ton. Pour le bien des enfants, j'espère vraiment, Monsieur Anderson. Bien que je doive admettre que je suis profondément perturbé par les circonstances qui vous ont amené dans leur vie. Ouch. Ouais, j'avais compris que menacer de tuer ses protégés serait un peu délicat entre nous. Plutôt que de défendre l'indéfendable, j'ai simplement acquiescé et dit « D'accord. J'ai beaucoup à me faire pardonner, je le sais. » Sur ces mots, Maya a serré les lèvres et s'est détournée, me faisant signe de rejoindre les enfants dans le SUV. Alors que je montais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de remarquer Brian, l'aîné, qui me regardait avec fascination. « C'est vrai que tu as essayé de nous tuer ?» a-t-il demandé, tout en curiosité effrontée. J'ai lu ça en ligne, mais les sites d'actualité étaient un peu vagues sur les détails. Je sentais les yeux de Maya me transpercer, me défiant de tout gâcher. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai croisé le regard inquisiteur de Brian et ai répondu « Tu sais quoi, mon pote ? C'est vrai, j'ai fait quelque chose de vraiment dérangé et stupide qui vous a mis en danger. C'est probablement la pire chose que j'ai jamais faite de ma vie. Mais je te promets, à partir de maintenant, te protéger est ma priorité absolue. C'est un pacte. » Pendant un instant, Brian m'a simplement fixé, ses yeux semblant plonger droit dans mon âme. Puis, de façon surprenante, son visage s'est fendu d'un sourire en coin alors qu'il tendait son petit doigt. Marché conclu. Oh, et j'aurais besoin d'emprunter ton ordinateur portable pour vérifier quelques trucs de codage. Comme ça, le gamin était passé d'interrogateur amateur à me piquer joyeusement des affaires. Les enfants, mec, ce sont des créatures sacrément changeantes, je te le concède. Alors que le SUV rugissait et que nous nous dirigions vers notre nouvelle maison sur l'île, j'ai jeté un coup d'œil à mes charges temporaires. Glenna, la fille aînée, avait le visage presque écrasé contre la fenêtre,
cherchant à apercevoir ces premières vagues de surf tant promis. Chaz, le plus jeune garçon, parlait sans arrêt de tous les animaux exotiques qu'il espérait trouver en train de se faufiler. Quelque chose me disait que Maya allait avoir du pain sur la planche avec celui-là. Moi, je me suis juste assis et j'ai essayé d'absorber tout ça, admirant silencieusement comment j'étais passé d'homme de famille à solitaire en quête de vengeance à peu importe ce que j'étais maintenant. Le début d'un nouveau chapitre, pour le meilleur ou pour le pire. Et à en juger par les regards désapprobateurs que Maya ne cessait de me lancer, il y aurait beaucoup de pire avant d'apercevoir un soupçon de meilleur. Mais bon, j'ai déjà traversé des épreuves. Je peux jouer la longue partie s'il faut pour me racheter aux yeux de ses enfants. Après tout, je n'ai nulle part ailleurs où aller dans un avenir prévisible, sauf ce petit paradis entre paradis et purgatoire. Autant se détendre, peaufiner mon bronzage et essayer de ne pas trop sympathiser avec la faune locale cette fois-ci. Ainsi, nous étions là, les 5, nous installant dans notre nouveau chez nous sur cette petite tranche de paradis isolé. Et par « paradis », j'entends un bungalow branlant alimenté par des panneaux solaires et des collecteurs d'eau de pluie, avec juste assez de commodités modernes pour empêcher les enfants de monter une mutinerie à la Lord of the Flies. Ne vous méprenez pas, l'installation était en fait plutôt sympa, bien mieux que cet appartement sombre où je traînais sur le continent. Nous avions beaucoup d'espace pour nous étendre, une cuisine décente pour que Maya puisse concocter ses casseroles ou autres, et même un petit jardin où Chaz pouvait courir après ses poules maigres à sa guise. Au début, je restais plutôt en retrait, faisant des petits boulots autour de la maison pendant que Maya gérait l'essentiel avec les enfants. Il faut reconnaître à cette femme qu'elle menait une barque bien tenue, leçons et corvées le matin, suivi d'un peu de temps libre l'après-midi pour des activités comme la natation, la randonnée ou simplement s'amuser. Bien loin du style de parentalité décontracté que Jessica et moi avions adopté à l'époque, c'est certain. Pourtant, je pouvais voir que les marmots commençaient à s'habituer à moi, petit à petit. Glenna, la fille aînée, venait me chercher pour pratiquer son espagnol ou toute autre langue qu'elle apprenait cette semaine. Brian me demandait de lui installer son ordinateur portable et son équipement de jeu, me parlant sans arrêt de projets de codage qu'il voulait essayer. Même Chaz tolérait ma présence quand il avait besoin d'aide pour attraper ses spécimens. Autrement dit, la faune locale terrifiée qu'il essayait constamment de fourrer dans des terrariums de fortune. Quant à Maya, elle restait froide, mais je sentais que la glace commençait à fondre peu à peu. Nous faisions de petits bavardages en préparant les repas ou en discutant sur le porche une fois les enfants couchés. Il s'est avéré que nous avions plus de points communs que je n'aurais cru. Même goût en livres et en musique, un amour partagé pour les émissions de télé-réalité pourries. Elle a même commencé à plaisanter de temps en temps à mes dépens, ce que j'ai pris comme un bon signe. Puis est survenu l'incident qui nous a vraiment rapprochés, le grand fiasco de la boue de la mousson, comme j'aime l'appeler. C'était en pleine saison des pluies, avec ces averses insensées qui s'abattaient sur l'île jour et nuit. Un après-midi, en plein déluge, nous avons réalisé que Chaz avait disparu de la maison. Maya était hors d'elle, craignant le pire, des visions de son petit protégé emporté par la mer, ou capturé par une bête mythique de l'île. Alors nous avons attrapé des ponchos et des lampes de poche et nous sommes partis sous la pluie battante pour fouiller les environs. Et bien sûr, Chaz était là, coincé dans un ravin escarpé à quelques centaines de mètres de la maison, pleurant à chaudes larmes alors que l'eau montait autour de ses jambes maigres. Sans réfléchir, j'ai enlevé mon poncho et j'ai commencé à dévaler la pente vers lui, glissant et dérapant dans la boue tout du long. Quand je suis arrivé près du gamin, j'étais trempé jusqu'au haut et couvert de boue de la tête aux pieds. Je devais probablement ressembler à une sorte de monstre des marais crasseux. Chaz me fixait simplement de ses grands yeux terrifiés pendant que je le soulevais, le serrant contre moi. « Tout va bien, mon pote, je te tiens », je murmurais, plus pour moi-même qu'à ce stade pour lui. Avec un peu d'aide de Maya en haut, nous avons finalement réussi à sortir Chaz de ce ravin infernal. Le pauvre gamin se cramponnait à moi, frissonnant et gémissant contre ma chemise trempée alors que je le ramenais vers la maison.
Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, nous étions tous les deux dans un état lamentable, vêtements couverts de boue, cheveux dégoulinants, et tout le tralala. Sans réfléchir, j'ai commencé à enlever mes couches extérieures sales juste là dans le salon, jusqu'à me retrouver en caleçon. Ce n'est que lorsque j'ai vu le regard écarquillé de Maya que j'ai réalisé qu'elle était clouée sur place, son t-shirt mouillé collé à son corps de manière à laisser peu de place à l'imagination. Ouf, a été à peu près tout ce que j'ai pu articuler en sentant mon visage rougir. À son crédit, Maya a semblé vite chasser l'embarras, me poussant vers la salle de bain pour que je me nettoie. À partir de là, ce fut un tourbillon de douche, de vêtements secs, et moi me faisant remonter les bretelles par Maya pour être plus prudent avec Chaz, mais ses reproches manquaient de leur mordant habituel. Je pouvais sentir qu'elle était secouée par toute cette épreuve, et peut-être même un peu reconnaissante que j'ai été là pour sortir son gamin de ce ravin. Et bon, je l'admets, la voir toute trempée et décoiffée comme ça, avec ses cheveux plaqués en arrière et ses courbes qui se dessinaient. Eh bien, disons que ça a fait vagabonder mon esprit vers des endroits peu recommandables pendant un moment. Que puis-je dire? Je suis un mec, poursuivez-moi en justice. Quoi qu'il en soit, après cette journée, les choses entre Maya et moi étaient différentes, tu vois? Pas vraiment des amis, mais plus non plus des ennemis jurés. Nous discutions et plaisantions même ensemble, au lieu de simplement échanger des phrases courtes par nécessité. Diable, parfois je la surprenais même à me regarder de la même manière que j'avais jeté des regards appréciatifs furtifs sur sa forme trempée. Était-ce de l'attirance mutuelle, de la curiosité, ou simplement l'isolement qui nous rendait un peu fous? Honnêtement, votre supposition valait autant que la mienne. Ce que je savais, en revanche, c'était que notre relation évoluait, lentement, timidement, mais évoluait tout de même. Et qui sait, si nous continuions à errer sur cette nouvelle voie, peut-être y avait-il une chance pour que nous devenions plus que de simples cohabitants réticents de Nihio. Bien sûr, c'est à ce moment-là que le véritable choc est survenu, et toutes les pensées d'une éventuelle romance insulaire ont été balayées d'un revers de main, remplacées par une révélation après l'autre. Tout a commencé un soir pendant le dîner, lorsque Chaz a fait un commentaire en passant sur le fait de regretter la cuisine de Sarai, apparemment un ancien chef ou nourrice ou quelque chose du genre qui avait travaillé pour les Heard. Maya a eu une expression comme si elle avait goûté quelque chose de amer, et a rapidement essayé de changer de sujet. Mais quelques jours plus tard, Brian est entré en trombe dans le salon, sautant partout et agitant cette lettre du MIT comme s'il venait de gagner à la loterie. Alors que j'essayais de comprendre pourquoi un gamin censé être en cavale recevait des lettres d'acceptation à l'université, Maya m'a pris à part avec une expression grave. « Nicolas, il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'un ton bas. « Il y a des choses que tu ignores sur cette situation. Des choses importantes. » Elle a alors révélé que Sarai n'était pas juste une employée lambda, mais sa propre sœur de sang. Une sœur qui travaillait comme cuisinière personnelle des Heard Eh bien, quand elle a tué Monsieur Heard en légitime défense lors d'une de ses colères notoires. Il s'est avéré que la version que j'avais entendue sur la tragique mort accidentelle de Monsieur Heard était complètement bidon. Ce qui s'était réellement passé, c'est qu'il avait tabassé sa femme Sarah dans une fureur aveugle, et Sarah y était intervenue pour essayer de l'arrêter. À la fin de la lutte, Monsieur Heard avait un couteau de cuisine planté dans la poitrine, le laissant saigner sur ce sol de marbre luxueux. Sarah, la pauvre femme, avait pris la décision en une fraction de seconde de prendre la responsabilité du meurtre pour sa sœur, prétendant qu'elle était celle qui avait poignardé son mari, donnant ainsi à Sarah une chance de s'échapper. Dernière nouvelle, elle s'était fait passer en contrebande au Guatemala et se cachait sous une identité d'emprunt. Quant à Sarah, eh bien, l'affaire contre elle avait été un désordre dès le départ, sans preuve matérielle la reliant au crime, et avec un argument plausible de légitime défense si les allégations de violence étaient vraies. Après quelques mois de bataille juridique, le procureur avait été contraint d'abandonner les charges, laissant Sarah libre, mais la vraie coupable était toujours en fuite.
Maya avait l'air absolument hantée en me dévoilant tout cela, sa voix tremblant d'une combinaison de colère, de tristesse et, bon, peut-être même un peu de fierté pour les actions de sa sœur, aussi perturbantes soient-elles. Je ne pouvais que rester là, silencieux et stupéfait, essayant de comprendre le fait que la femme avec qui je flirtais discrètement depuis des semaines cachait un tel secret. Une fois le choc passé, cependant, j'avoue, une partie de moi s'est étrangement sentie apaisée par la révélation. Genre, oui, toute la situation était complètement folle. Mais au moins, je comprenais maintenant pourquoi les enfants et moi avions été emmenés sur cette île en premier lieu. C'était la façon de Sarah de protéger ce qui restait de sa famille, de les mettre à l'abri de l'éclat cru du cirque médiatique tout en essayant de blanchir son nom. Et bon, si garder ses enfants en sécurité signifiait les confier à un type qui avait menacé leur vie, et à une femme qui avait aidé à dissimuler un meurtre bien réel. Eh bien, je suppose que cela montrait à quel point la situation de Sarah était désespérée. À partir de là, les choses ont pris une qualité presque sereine, tu vois? Comme si, maintenant que le grand secret de Maya était révélé, cette tension non dite avait enfin été relâchée. Nous nous détendions sur le porche le soir, sirotant n'importe quel alcool que nous pouvions trouver, et elle me parlait davantage de sa sœur à quel point Sarah était gentille et douce, comment aucun d'entre eux ne pouvait vraiment croire qu'elle avait pu commettre un acte aussi brutal. De mon côté, je partageais de petits morceaux de ma propre vie aux États-Unis, avant que mon monde ne vire au cauchemar, des moments plus heureux quand Jessica et moi étions encore follement amoureux, quand devenir père était mon plus grand rêve. Nous compatissions sur la rapidité avec laquelle tout s'était effondré, sur le fait que parfois on peut croire connaître une personne de fond en comble, pour être ensuite brisé par une révélation choquante après l'autre. Mais finalement, la conversation revenait toujours aux enfants et à ce que l'avenir pourrait leur réserver. Autant je taquinais Maya sur son côté nourrice autoritaire, autant il était évident à quel point elle était foutrement dévouée à ces petits monstres. Elle les avait élevés pratiquement seule pendant des mois, mettant sa vie entière entre parenthèses juste pour les protéger et leur donner un semblant de stabilité. C'est pourquoi, lorsque Sonia est finalement venue les chercher pour les ramener sur le continent quelques semaines plus tard, mon cœur s'est presque brisé en voyant la tristesse dans les yeux de Maya en disant au revoir à ces charges pas si temporaires. Les enfants, pour leur part, semblaient presque compréhensifs concernant toute la situation, je veux dire. Comme s'il avait compris, à un niveau inné, que leur mère avait vécu des choses sérieuses qui l'avaient forcé à prendre des décisions difficiles et folles. Il y avait des câlins et des larmes, bien sûr, mais pas de colère, pas de ressentiment. Juste une acceptation que leur étrange refuge insulaire n'était qu'un détour, et qu'il était temps de passer à autre chose. Quand ce fut enfin mon tour de dire au revoir, c'est là que les vraies larmes ont commencé à couler. Même le petit Chaz, qui m'avait cherché des noises depuis le premier jour, a enlacé ses bras maigres autour de mon cou dans une étreinte étonnamment forte. Ne sois pas un étranger, d'accord. Il marmonna, semblant avoir 1000 ans de plus que ses 9 ans. Tu vas nous manquer ici, Rob. Ouais, tu vas me manquer aussi, toi petit démon, ai-je ri, retenant mes propres larmes en lui ébouriffant les cheveux. Juste. Essaie de ne pas te retrouver dans d'autres ravins boueux pendant mon absence, capiche? Avec les enfants et Sonia rentrés sur le continent, il ne restait plus que Maya et moi pour tenir bon sur l'île. Ses ordres étaient de rester jusqu'à ce que Chaz soit assez grand pour partir à l'université lui-même, pour donner aux gamins un sentiment de stabilité ou quelque chose du genre. Quant à moi, eh bien, Sonia m'avait fait une offre ouverte de rester logée chez Maya aussi longtemps que je le voulais. De mon point de vue, avait-elle dit avec un haussement d'épaule, tu as largement prouvé ta dévotion à protéger ses enfants ces derniers mois. Autant te garder dans l'équipe, pour ainsi dire, même si le salaire va être considérablement réduit. Oui, fini les jours glorieux où je touchais 2000 balles par semaine juste pour me prélasser sur une plage avec des gosses. Sonia avait clairement indiqué que, dorénavant, mon salaire couvrirait à peine les dépenses de base. Mais tu sais quoi?
Après la montagne russe sur laquelle j'étais monté, juste avoir un sentiment de but, d'appartenance, me suffisait. La première nuit après le départ du clan Heard, Maya et moi nous sommes retrouvés à faire des empreintes dans le sable, regardant vers ce même océan qui avait failli engloutir Chaz il n'y a pas si longtemps. Pendant un moment, nous sommes restés là en silence, écoutant le fracas rythmique des vagues et ressentant cette douleur douce amère qui survient lorsque l'on a survécu à quelque chose d'intense ensemble. Puis, sans même y penser, j'ai pris la main de Maya dans la mienne, lui donnant une légère pression. « Alors, ai-je murmuré, que dirais-tu de profiter au maximum de notre temps ici ? Tu sais, avant que la raison ne revienne et qu'il m'expédie dans une prison fédérale quelque part ?» Maya n'a pas hésité une seconde. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Avec ça, elle s'est tournée vers moi, passant son bras libre autour de mon cou et m'attirant dans un baiser qui avait le goût du sel et de la liberté. Un nouveau départ, forgé des cendres des erreurs et tragédies passées. Et tu sais quoi ? Aussi terrifiant que l'avenir promettait d'être, je n'aurais pas voulu que ça se passe autrement.